Bonjour tout le monde, bienvenue à Option Région. Aujourd'hui, à Option Région, la deuxième partie de l'entrevue avec Léolane Kemner. On va parler, entre autres, de Catherine Dorion, qui est députée de Québec solidaire. Et on a plusieurs actualités. On va parler, entre autres, là, des hôpitaux poubelles, on va parler du salaire des médecins, on va parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis on va parler aussi des enfants à Montréal qui se promènent à genoux dans les cours d'école. On passe maintenant à la deuxième partie de notre entrevue qui porte sur la chronique que tu as écrite dans le Journal de Montréal, que tu as écrit en décembre dernier, et ça s'intitulait « Je suis fâché après toi, Catherine Dorion ». Bon. Dans ce texte, tu dis que tu es fâché contre Catherine Dorion, nouvelle députée de Québec solidaire, non pas à cause de son habillement ou de ses bottines Doc Martin qu'elle portait à l'Assemblée nationale, mais parce qu'elle a détourné l'attention pendant que l'avenir du pays se dessine. Là, puis, tu expliques aussi que, dans le fond, tu te contrefous éperdument de son linge, que tu essaies toujours de faire preuve de bonne foi pour tenter de capter l'essence des idées de quelqu'un et le bien fondé s'il y a lieu. Mais ce qui te fâche, c'est que Catherine Dorion dénonce l'attitude des médias à son endroit, sans jamais prendre la responsabilité que, dans le fond, c'est elle qui les nourrit. Puis tu ajoutes aussi qu'elle provoque des querelles. Puis après ça, elle se présente un peu comme une mère supérieure pour reprocher aux journalistes d'avoir fait un plat avec ça. Bon, première question, c'est pourquoi est-ce que ça te fâche ce qu'a fait Catherine Dorion? Puis avec un peu de recul de quelques semaines, est-ce que ça te fâche encore? Bien, c'est certain que je ne suis plus dans l'émotion. Évidemment, tu sais, je veux dire, le temps passe comme tout le monde, mais sur le fond, oui, ça me fâche toujours autant. Parce que, voyez-vous, si on part du principe, j'aurais cru à cette espèce de choix-là qu'a fait Catherine Dorion, justement, de remettre en cause le décorum s'il n'y avait pas eu le fameux shooting photo à la sortie de l'Assemblée nationale. Si elle s'était un peu même sauvée à quelque part du regard de la presse pour justement qu'on arrête de mettre l'accent sur justement le décorum et qu'on puisse se concentrer sur les idées, honnêtement, j'y aurais cru. Mais tu peux pas prétendre à cette espèce de rébellion-là si c'est toi-même qui appelles les photographes pour venir te prendre en photo. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, oui, ça me fâche toujours sur le fond parce que c'est une méthode vieille comme le monde, en fait, une manière de détourner l'attention des gens en accaparant leur esprit avec des picadilles ou des choses qui vraiment sont sans intérêt comme telles, pendant qu'il y a des choses très importantes qui se font à côté, puis qu'on n'est pas en train de porter attention à ces choses qui ont de réelles incidences sur nos vies, notre climat social et tout ça. Donc, c'est ça que je reprochais, en fait, à Catherine Dorion, parce que on s'entend, cette fille-là est lettrée, je veux dire, elle a une belle voix, elle a une belle plume. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que tout ça était comme passé sous silence au profit d'une camisole et de faire de... Honnêtement, je ne comprenais pas. Est-ce que tu crois que de mettre l'accent sur soi, c'est dans le fond la continuité du monde individualiste dans lequel on est? C'est l'heure de... C'est ça, là, on est à l'heure de l'individualisme, là? Ben, honnêtement, est-ce que c'est réellement une continuité ou est-ce qu'on le voit pas plus à cause de nos réseaux sociaux et tout ça? Parce que de toutes les époques, chaque personne qui s'est présentée, soit en politique ou qui a eu envie d'avoir un rôle social important, a toujours dû se battre contre le risque, en fait, de vouloir devenir soi-même, comment je pourrais dire, de vouloir devenir une figure importante soi-même et non pas de vouloir prendre part importante dans l'amélioration des conditions de vie des gens. Okay. Comme une espèce d'auto-éducation, si je peux dire, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais c'est le danger qui guette chaque personne qui embarque dans la sphère publique. C'est plus son personnage que la vedette. Ça me rappelle que moi, je suis du temps de René Lévesque, puis René Lévesque n'était pas toujours très bien habillé, mais dans le fond, l'habillement, on ne s'occupait pas de ça, parce que c'est le message de René Lévesque qui est important. Bon, tu dis aussi que, tu dis à Catherine Dorion que lorsqu'on est élu, on représente bien sûr ceux qui ont voté pour nous autres, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous autres, ceux qui ne pensent pas comme nous autres.
Puis dans le fond, tu lui demandes, est-ce qu'elle sert les gens de son comté ou est-ce qu'elle se sert elle-même? Tu sais, dans le fond, est-ce que c'est sa propre personne qu'elle sert? Puis, ayant déjà été député, tu sais, moi, j'ai toujours pensé que c'était ça. Une fois que tu es député, tu es député de tout le monde, du monde de gauche, du monde de droite. Mais comment ça se fait que c'est pas quelque chose qui est compris de base, là? Tu sais, j'ai de la misère à comprendre que Catherine Dorion n'a pas compris qu'on représentait tout le monde puis qu'il fallait que les gens se reconnaissent dans nous. Ben, je dirais que ça me ramène un peu à ce que je disais sur l'éducation tout à l'heure avec les jeunes générations. C'est-à-dire que ces valeurs-là ne sont plus enseignées comme telles. C'est des valeurs très carriéristes, très chacun pour sa pomme, chacun veut se prendre la meilleure part du gâteau. Donc, nécessairement, on n'est plus dans la transmission des valeurs de bien commun comme telles. Parce que ce que je compte, je veux dire, quand j'ai posé cette question-là dans le texte, à savoir qui elle sert, sa personne ou les gens qui l'ont élue, c'est qu'on était en train je veux dire, le pacte sur l'immigration se signait, on n'en parlait pas, on parlait que justement de sa personne, parce que pour faire un parallèle avec René Lévesque, on s'en foutait de ses vêtements parce que le message prédominait. Là, le message n'a pas prédominé dans le cas de Catherine Dorion. C'est seulement ses vêtements. Ce que je reproche ce que je lui reproche, c'est d'avoir permis ça. Parce que, comme je le disais à la fin de mon texte, si c'était moi qui avais été élue, qui avait eu cet insigne honneur-là, en fait, de pouvoir parler au nom de mes concitoyens, je me serais arrangée pour que rien de ma personne, en fait, attire plus l'attention que les mots, parce qu'elle avait de très, très beaux mots. Son discours à l'Assemblée nationale était très beau. Mais ça a pris complètement le champ détriment, je veux dire, au profit d'un habillement qui, techniquement, ne méritait pas qu'on écrive autant sur lui, là. Mais il y avait un phénomène autour. Fait qu'on n'écrivait pas, personnellement, je prétends pas avoir écrit sur les vêtements de Catherine Dorion, mais bien sur le phénomène autour de lui. J'ai toujours pensé que la société progresse positivement quand il y a une bonne partie de la population qui partage les mêmes objectifs. Puis j'ai l'impression qu'on est comme loin de ça aujourd'hui. Chacun est dans sa petite bulle, chacun fait son petit numéro, etc. Puis que dans le fond, en plus aussi, on est dans un monde dans lequel on n'a jamais été autant divisé qu'aujourd'hui. Tu sais, il n'y a plus de projet commun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retrouver un projet commun? Qu'est-ce que tu pourrais proposer pour qu'on puisse arriver à se redonner un projet commun qui nous ferait avancer collectivement? Moi, honnêtement, et ça va peut-être sembler un petit peu utopique pour l'instant, mais la chose que je crois a un réel pouvoir de cohésion sociale sur les Québécois, c'est notre redécouverte de notre histoire et de notre identité. Parce que dans le climat actuel, ce qui fait qu'on est tellement divisible, c'est qu'on n'a plus d'assise solide à savoir d'où est-ce qu'on vient, c'est quoi le bagage qu'on amène avec nous, qu'est-ce qu'on en fait dans notre réalité et dans notre futur. L'autre aspect aussi que je crois qui est absolument essentiel pour qu'on puisse arriver à une espèce de retour de la cohésion, c'est qu'on arrête avec les extrêmes, là. Si une idée est en plus à droite, elle n'est pas d'extrême droite. Si une idée est en plus à gauche, elle n'est pas d'extrême gauche. Parce que quand on part par des extrêmes, on est divisé. Donc, nécessairement, si on veut pouvoir retisser des liens entre nous, si on veut pouvoir mettre l'accent sur une solidarité beaucoup plus saine, il faut arrêter de se taguer en bon français à grande extrême. C'est totalement nocif non seulement pour le climat, et pour les discussions sociales. Léolane, est-ce qu'un jour, tu penses faire de la politique? Écoute, il ne faut jamais dire jamais, mais ce que je peux dire en ce moment, c'est que elle ne m'attire pas du tout. Pas dans ce format-là, pas de cette manière-là. Je trouve que, premièrement, je me connais. Je sais que j'ai le cœur trop tendre pour m'en aller sur la première ligne et me prendre les savates que ça se donne entre partis et tout ça. C'est pas comme ça que j'ai envie de procéder. Puis l'autre aspect aussi, c'est qu'on me pose beaucoup la question ces temps-ci, à savoir si la politique est quelque chose qui m'intéresserait. Puis ce que j'aime à répondre, c'est que si vous me posez la question, c'est que ce sont mes mots qui vous plaisent, c'est mes idées qui vous plaisent. Or, si je me lançais dans une course pour devenir députée et tout ça, ben nécessairement, je deviendrais plus un porte-parole et j'ai jamais été tant que ça portée à être membre d'un club dans la vie. Moi, j'aime joindre ma voix quand on partage des objectifs ou des idéaux communs. Ça, pas de problème, c'est ma contribution volontaire. Et moi, je pars du principe que quand une action est volontaire, elle est sincère. Donc, tant que je suis là volontairement, je suis là sincèrement. Tandis que s'il fallait que j'embarque dans la grosse machine politique, il y a quelque chose qui, pour moi,
me semblerait un peu dénaturalisé dans ma conception et dans la place que j'ai envie de prendre dans la société. Bien, Léolane, je suis persuadé que tu fasses de la politique ou pas, tu vas certainement contribuer à améliorer notre société. Puis si jamais tu décides de faire de la politique, ça me fera plaisir de signer ton bulletin de candidature. Fait que je te remercie beaucoup pour cette entrevue, très intéressant. Puis c'est le fun de voir qu'il y a des jeunes qui sont brillants, brillantes. Puis je pense que notre société a de l'avenir. Moi aussi, je le crois, j'en suis fondamentalement persuadée. On me taxe souvent d'être peut-être trop optimiste, mais en fait, c'est simplement que en connaissant notre histoire, en observant en fait ce qui se passe autour de nous, les gens, la voix des gens, les phénomènes autour de notre société, on ne peut qu'être optimiste. Parce qu'il y a un principe qui s'appelle le retour du balancier, c'est-à-dire que les choses reviennent au moment opportun. Et puis la façon que notre histoire se dessine en ce moment, on approche des croisées, on approche certaines croisées des chemins très intéressantes pour moi. Et puis je suis très optimiste de voir comment est-ce qu'on va embrasser en fait notre histoire. Comme disait un auteur dont j'ai oublié le nom, il disait « Lorsque l'on analyse la situation de façon lucide, on ne peut faire autrement qu'être pessimiste, mais lorsque l'on passe à l'action, on ne peut faire autrement qu'être optimiste. Ben oui, je pense qu'à partir du moment où on s'engage dans les solutions, ça avance. Oui, parce que si on s'engage dans les solutions en ayant un esprit pessimiste, en fait, on ne sert à rien, même qu'on nuit à la cause. Donc, si on n'est pas capable de faire preuve d'un minimum d'optimisme, je ne parle pas d'une espèce de folie joyeuse qui ne prend rien en compte et qui finalement est dans le déni total. Je ne parle pas de ça. Donc, il y a une lucidité importante à avoir c'est vraiment le mi-chemin entre l'optimisme et la lucidité. C'est entre les deux que justement on trouve une espèce de piscine de solutions intéressantes socialement. Merci beaucoup, Léolane. Puis en attendant ton prochain roman, je rappelle 30 deniers aux éditions La Goélette, Léolane Kemner. Merci beaucoup, Léolane. On parle maintenant de salaire des médecins. En actualité, j'ai lu dans Le Devoir du 30 décembre 2018 un titre qui disait que le Québec est malade de ses médecins. Bon. On y apprend que le Québec n'a jamais eu autant de médecins qu'aujourd'hui et qu'il ne les a jamais aussi bien payés qu'aujourd'hui. La rémunération totale des médecins est passée en 2006 de 3,3 milliards à 6,6 milliards en 2015. Ça veut dire ça que l'ensemble de leur salaire a doublé. Et 6,6 milliards, c'est beaucoup d'argent. Puis pour vous donner un exemple, ça c'est par année, là, pour vous donner un exemple, 6,6 milliards, c'est 38 fois le budget annuel du ministère de l'Environnement du Québec. Quand on pense là, que l'environnement est supposé d'être une de nos plus grandes inquiétudes, puis qu'on voit que juste le salaire des médecins, c'est 38 fois le budget du ministère de l'Environnement, je pense qu'on va avoir des problèmes. Le pire dans tout ça, c'est que normalement, ces augmentations de salaire-là devaient contribuer à améliorer les services puis à offrir plus facilement des services, que ça aille plus vite, etc. Ce qu'on s'aperçoit, ce n'est pas le cas. Parce que, entre autres, là, on a pu voir que les médecins spécialistes en 2006 travaillaient 203 jours par année. 9 ans plus tard, en 2015, c'est 194 jours. Ça veut dire qu'ils gagnent le double, ils travaillent moins de jours par année. C'est-à-dire que dans le fond, on a moins de services. Et le nouveau gouvernement a dit qu'il allait faire une étude sur le salaire des médecins comparativement aux autres provinces et qu'il allait régler les problèmes d'attente dans les urgences. Souhaitons qu'il soit capable de le faire. On passe maintenant les hôpitaux poubelles. J'ai une autre suggestion dans le domaine de la santé pour le gouvernement. C'est qu'il y a environ 6 mois, on a appris par le biais du journal Le Devoir. Le journal Le Devoir, il soulève des bons dossiers. Que les hôpitaux québécois jetaient en très grand nombre là, toutes sortes d'instruments et de matériel. C'est que chaque fois qu'on fait une opération, on jette tout le matériel à la poubelle, sauf le patient, même si la majeure partie de ce matériel-là était réutilisable là, parce que c'était en métal, puis on pourrait le laver, le stériliser. C'est qu'on jette à peu près tout à la poubelle. On jette des scalpels, des ciseaux, des pinces et même les plateaux sur lesquels ces instruments-là sont placés.
Puis, selon l'ancien ministre, M. Barrette, c'est que c'est une solution qui était moins chère. Ça coûte moins cher de les jeter à la poubelle que de les laver et de les stériliser. Non seulement on jette des couteaux, des scalpels, on jette des instruments très coûteux, entre autres, là, comme des sondes qui valent jusqu'à 3 000 $. Puis, vous voyez à l'écran, on voit là, un médecin là, avec le stock là, qui s'apprête à jeter dans la poubelle. Il y a toutes sortes d'affaires, puis on voit là, que ça n'a pas de bon sens. Là. Les vendeurs de ces équipements-là disent aux hôpitaux que si on lave et on stérilise, bien, il peut rester des risques. Peut-être que ça peut entraîner une contamination. Il ne faut pas prendre de chance. Mais dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent vendre pas mal plus d'équipements que dire qu'on devrait en avoir. Quand on pense à ça, là, les hôpitaux, c'est supposé d'être là pour la santé. C'est supposé d'être un modèle. Mais là, on s'aperçoit que dans le fond, les hôpitaux sont parmi les pires pollueurs, puis les moins réutilisables, les moins recycleurs d'équipements. Les hôpitaux devraient donner l'exemple en matière de réutilisation, de récupération et de protection de l'environnement. Parce qu'entre autres, si on calcule là, que ces équipements-là qui sont jetés en dehors du fait du prix de ces produits-là, c'est qu'il faut qu'ils soient transportés dans les sites d'enfouissement sanitaire, il faut qu'ils soient enfouis, ça prend de la place. Puis en plus, là, ils peuvent contaminer aussi là, quand c'est jeté à la poubelle. Là, ça ne disparaît pas comme par enchantement. Là. Je suis persuadé que si on stérilisait, on lavait, etc., ça coûterait beaucoup moins cher. Puis c'est vers là qu'il faut aller. Il ne faut pas oublier que le budget de la santé au Québec s'est rendu près de 50 % de tous nos impôts qui va là-dedans. Si vous pensez qu'en jetant tout le matériel au fur et à mesure, on va réussir à baisser ces coûts-là, c'est sûr que non. On ne peut pas accepter ça. Lorsque le scandale est sorti à l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, il y a eu des questions en Chambre par rapport à ça. Puis entre autres, il y avait notre premier ministre actuel, François Legault, qui avait posé des questions, puis aussi il avait fait des affirmations. Puis il avait dit que c'était choquant de voir tout ce qui était jeté à la poubelle. Puis ce qu'il disait, c'était qu'il faut qu'on trouve une espèce d'équilibre là-dedans. Oui, dans certains cas, peut-être qu'il y a des équipements que c'est mieux d'être jetés pour toutes sortes de raisons, mais il faut trouver un équilibre là, entre la réutilisation puis le tout à la poubelle. Bien, je souhaite qu'il se rappelle de son engagement, puis qu'on puisse arrêter de jeter toutes sortes d'équipements comme ça, que nos hôpitaux deviennent des modèles en environnement plutôt que d'être parmi les pires. Je vous ai parlé récemment que la démocratie était en danger. Puis, je le pense encore. Et pour illustrer ça, j'ai trouvé un peu par hasard là, un événement qui a passé un peu là, presque inaperçu, on pourrait dire, ou en tout cas pas très visible. C'était qu'au mois de décembre 2018, c'était le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui avait été adoptée le 10 de décembre 1948, ça fait 70 ans qu'elle existe, puis finalement, à peu près personne n'a entendu parler de ça. Moi-même, j'ai tombé par hasard sur un article, ça fait que ça n'a pas été un gros party, comme on dit. Pourtant, ce document-là, c'est un des documents les plus importants que l'humanité a produits. Elle a été mise en place pour éviter tous les grands problèmes qu'on a connus, entre autres durant la guerre, là, les atrocités, l'absence de liberté, des gens qui ont été maltraités, absence de liberté, etc. Là, c'était vraiment là, le pire de l'humanité. On l'a connu il n'y a pas si longtemps. Et finalement, des gens qui étaient démocratiques ont dit « ça nous prend maintenant une Déclaration universelle des droits de l'homme qui va permettre d'affirmer les droits que tout individu devrait avoir pour éviter qu'on revienne à ces calamités-là ». En plus, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un court document, c'est 30 articles. Puis là, vous pouvez voir à l'écran là, à quoi ça comporte. Là. Il y a un préambule avant et 30 petits articles, c'est pas très long à lire et c'est très intéressant à mon avis. Parmi ces droits, il y a l'obligation pour les États de protéger la dignité de chaque être humain. Il y a également aussi la liberté d'expression, de religion, d'association, de réunion, de circulation, le droit à la citoyenneté, le libre exercice de sa liberté civile et politique, le droit au travail et même le droit à une rémunération équitable et satisfaisante. Puis, un des rédacteurs principaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un ancien professeur de l'Université de McGill du nom de John Peter Humphrey. C'est tout à notre honneur d'avoir participé à cette déclaration-là, qui est un document fondamental à mon avis. C'est sûr que si cette déclaration-là avait été écrite récemment, probablement qu'elle n'aurait pas porté le même titre. C'est qu'à l'époque, quand on disait la Déclaration universelle des droits de l'homme,
on concluait, on acceptait l'idée que les droits de l'homme incluaient celle de la femme aussi, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus, puis c'est correct aussi que ce soit comme ça. On parlerait plutôt probablement de la Déclaration universelle des droits de la personne ou quelque chose de ce genre-là. Est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les droits qui sont énumérés là-dedans, ils sont garantis? Malheureusement, non. Bon. Tout d'abord, parce qu'il y a des pays comme l'Arabie saoudite qui ont refusé de signer la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui refusent encore, de toute façon on sait, c'est une dictature, là, puis tuer quelqu'un pour eux autres, c'est le moindre de leurs soucis. De plus, même s'il y a beaucoup de pays qui ont signé cette déclaration-là, ce n'est pas une loi officielle, c'est plus une déclaration d'intention. C'est quelque chose que les pays devaient essayer de suivre, ou en tout cas devaient essayer de mettre en pratique. Puis à travers de ça aussi, c'est que suite à ça, il y a eu des conventions qui ont été faites, des conventions internationales qui, elles, devenaient des lois, et quand tu signais ces lois-là, là, tu étais obligé de les respecter dans ton pays. Mais il y a des pays comme les États-Unis qui ont refusé de signer ces conventions-là, parce qu'aux États-Unis, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une seule loi qui peut être universelle, c'est les lois américaines. Ils refusent qu'il y ait une loi mondiale qui soit au-dessus des lois des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que ça ne donne rien, une telle déclaration? Bien, on ne peut pas dire ça. Parce que, dans le fond, c'est que la déclaration, ça demeure quand même un phare. Tu sais, c'est comme quelque chose sur lequel on veut s'en aller, on est guidé par ça. Puis aussi, c'est un objectif à atteindre pour plusieurs pays. C'est un objectif que plusieurs pays se sont donnés d'atteindre. C'est toujours pas facile, mais au moins, en tout cas, quand tu as un objectif, tu peux savoir si tu t'en approches ou si tu t'en éloignes. Puis j'ai toujours pensé que tous les pays qui avaient signé cette déclaration-là devraient en donner une copie à chaque étudiant ou étudiante quand il arrive à l'école, pour qu'ils puissent lire ça, puis qu'ils disent, bien, regardez, ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis que dans tous les pays du monde, que tous les gens aient pu lire cette même déclaration-là. Puis à ce moment-là, tu sais, ça fait comme une espèce d'esprit commun universel, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis c'est pour ça que quand j'étais professeur au cégep et à l'université, je faisais lire cette déclaration-là par mes étudiants et mes étudiantes. Puis quand je leur demandais s'il y en avait qui l'avaient déjà lu, je ne me rappelle pas s'il y en a eu qui l'avaient déjà lu, peut-être quelques-uns, mais sur les 8000 étudiants que j'ai eus, il y en avait à peu près pas qui avaient lu cette déclaration-là. Le pire, c'est que je me suis mis à chercher un petit peu par rapport à ça, puis j'ai lu un article très intéressant par une professeure qui est une spécialiste des relations internationales, qui s'appelle Mme Valentine Zuber. Et ce que dit Mme Zuber, c'est que si aujourd'hui on essayait de faire signer encore la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pas certain qu'on serait capable, parce qu'il y a de nombreux pays qui l'avaient signé qui ne la signeraient plus. Puis que dans le fond, c'est que là, il y a beaucoup d'actes antidémocratiques qui se produisent. Il y a un recul des démocraties. Puis aussi, ce qu'elle nous disait, c'était que quand ça s'est fait, c'était suite à la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il y avait eu des atrocités terribles. Puis là, le monde disait, il faut arrêter ça. Fait que ça avait comme fait un élément important pour inciter les gens à signer. Et là, c'est plus le cas. Bien, c'est plus le cas. Peut-être que c'est en train de revenir parce qu'on voit que la démocratie est en péril et c'est là qu'il faut trouver des solutions communes. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bien, je dirais, il y a une chose bien terre à terre qui peut être faite là. Moi, j'incite tous les auditeurs et les auditrices à aller sur le web, sur le site de l'ONU. C'est facile de trouver cette déclaration-là. Vous pouvez la lire et, comme on dit, qui sait, comme disait Neil Armstrong, c'est que peut-être que c'est un petit pas pour vous, mais peut-être un grand pas pour l'humanité, le fait que de plus en plus de gens auront lu cette déclaration qui est fondamentale, à mon avis, si on veut se donner un avenir collectif. On y va maintenant avec les enfants qui sont à genoux dans les écoles à Montréal. Dans un article de la Presse Plus du 10 janvier 2019, on apprend qu'au moment où les jeunes, les enfants, sont de plus en plus captifs par rapport aux jeux électroniques, là, les tablettes, les téléphones, etc., puis que là, ils ne veulent plus aller dehors, puis que là, ils sont comme passionnés par ces jeux-là, puis que là, ils restent dans la maison, puis, tu sais, c'est qu'on a un problème parce que normalement, toutes les études qui ont été faites disent qu'aller dehors, c'est très bon pour le corps, pour l'esprit, la créativité, etc. Mais on a des problèmes sérieux avec ça. Et là, quand il y a des récréations dans certaines écoles primaires à Montréal, c'est que là, compte tenu du fait que des fois, il y a du verglas, etc., c'est que là, on dit aux enfants qu'il faut qu'ils marchent à quatre pattes dans la cour d'école le midi, à l'heure de la récréation.
Et s'ils veulent jaser avec des gens, bien, il faut qu'ils se mettent à genoux. Puis s'ils veulent parler avec leur ami qui n'est pas dans la même classe puis qu'il faut qu'ils traversent la cour, bien là, ils ne peuvent pas parce que le temps de traverser à genoux ou à quatre pattes, la récréation va être finie. Les enfants, ce qu'ils ont d'incitatif, mettons, pour sortir dehors puis d'aimer l'hiver, bien, c'est de se promener à quatre pattes puis à genoux. Tout le monde sait que se promener à quatre pattes puis à genoux, ça la glace, c'est un incitatif très grand pour aimer l'hiver. J'ai de la misère avec ce genre de situation-là, là, franchement. Là. Puis en plus, ça, c'est sans compter que les enfants usent les culottes, là, parce que quand tu te promènes à genoux, c'est pas long là, que ça use. Puis pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est parce que la commission scolaire dit qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour déglacer, pour gratter, puis que là, ils veulent faire la sécurité des enfants. Ils fournissent des crampons aux professeurs qui les surveillent, mais pas pour les enfants. Mais dire qu'ils n'ont pas d'argent, quand on sait là, que quand ça arrive le temps d'acheter des équipements très coûteux, là, que ce soit des appareils électroniques, des tableaux intelligents, etc., ou d'avoir des formations, des fois, dans des endroits à l'extérieur du Québec pour leurs cadres ou pour les commissaires, ça, ils trouvent de l'argent pour ça. Mais qu'au Québec, à Montréal, pour les enfants du primaire, on dit qu'on n'a pas d'argent pour sabler les cours, pour gratter les cours, c'est totalement inadmissible. Quelle sorte de monde on va faire avec ça? Puis que les gens ne se rendent pas compte de la situation, je dirais, totalement, je ne sais pas quel mot je pourrais dire, là, mais folle, c'est ça. Bien, je vais vous dire que moi, ça me choque profondément, mais il y a une chose qui me console, c'est que je n'ai pas entendu puis je n'ai pas vu en région que ce genre de choses se faisait. Bien, au moins, en tout cas, ça veut dire qu'en région, au moins, on a des avantages, puis je vous dirais que j'incite les gens de Montréal à nous imiter, mais à venir nous retrouver. On va se tenir debout. On va bâtir une société plutôt que se promener à genoux. C'est ainsi que se termine notre troisième émission. La semaine prochaine, à Option Région, on a une entrevue avec Christian Lapointe, qui est un professeur de théâtre et qui est aussi l'initiateur d'un projet qui vise à doter le Québec d'une constitution québécoise. À ne pas manquer.